Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, le retour à la croissance en question. Oui, puisqu'avec 1,9%, elle est au plus haut depuis 6 ans, nous dit Le Monde. Les Échos, eux, font leur une sur les promesses de la croissance retrouvées, que du positif en pages 2 et 3 avec des graphiques aux courbes bel et bien ascendantes. Il y a comme un ouf de soulagement. Il faut dire que ça fait quand même des années qu'on nous dit que la reprise économique dépend du retour de la croissance. Nous, on écoute, on est attentif, on retient, sauf qu'en fait, eh bien, c'est plus compliqué. On ne peut pas forcément se fier à ce seul indicateur. En témoigne la une de l'Opinion. Urgent, croissance cherche emploi, titre le quotidien qui s'arrête ce matin sur le point noir qu'est le chômage. Est-ce le bout du tunnel, se demande également La Croix. La France est-elle vraiment sortie de la crise ? Eh bien non, à en croire le journal, on n'y est pas encore. Certes, la croissance, les investissements et les créations d'entreprises sont en hausse, mais le taux de chômage, on le disait, reste élevé. Le déficit est proche des 3%. Les exportations ne cessent de baisser et surtout la dette est abyssale. 2200 milliards d'euros, soit à peu près autant que toute la richesse produite en un an par le pays, dit La Croix, qui précise que la France emprunte un demi-milliard par jour pour la rembourser. La menace de la dette, de quoi relativiser la question importante posée par Florence Chédotal dans l'édito de La Montagne. Comment redistribuer les fruits de la croissance ? Question pourtant brûlante si l'on regarde l'actualité et l'état des prisons, des hôpitaux, des maisons de retraite ou encore des écoles. L'autre titre ce matin, ce sont les aveux de Jonathan Daval qui a reconnu avoir tué sa femme Alexia il y a 3 mois. Oui, aveu, c'est le mot qu'on retrouve partout, en une de la Dépêche du Midi, des dernières nouvelles d'Alsace, du Dauphiné, des aveux terribles pour la Nouvelle République, effroyables pour Midi Libre. Pourtant, ses larmes avaient ému la France, note Var Matin. Depuis la disparition de sa femme, il apparaissait toujours fragile, ajoute Sud-Ouest, toujours en larmes. Il a pleuré devant les caméras sans s'arrêter, insiste une psychiatre dans Le Parisien. Peut-on se fier aux larmes, ou plutôt témoignent-elles de quelque chose, d'une personnalité plutôt immature, répond la psychiatre Geneviève Reichert-Pagnard. Les larmes n'avouent pas grand-chose. Pourtant, c'est encore ce que l'on met en avant dans Le Progrès et dans Le Parisien concernant une autre affaire, les larmes de Cécile Bourgeon. Parce que Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, 5 ans, disparue en 2013, a elle aussi pleuré hier à son procès. Elle a montré ses émotions, juge aujourd'hui en France, mais dans le corps de l'article, la journaliste Louise Colcombet relativise en fait de larmes. On devine des pleurs, écrit-elle, se demandant si ces larmes ne sont pas simplement utilitaires, un peu comme celles qu'elle avait versées devant les caméras en prétendant que sa fille avait disparu. Que veulent dire les larmes donc ? Je veux tourner la page, je veux vivre, explique l'accusée, qui en parallèle ne se souvient toujours pas où elle a pu enterrer le corps de sa fille. J'aimerais essayer de me rappeler, dit-elle, mais d'après Le Parisien, elle n'essaye toujours pas. Et puis, peut-on se fier au classement du guide Michelin ? Un chef étoilé disparaît à sa demande de l'édition 2018. Oui, Sébastien Brasse, 46 ans et 3 étoiles tout de même. C'est le visage du jour choisi par La Voix du Nord qui explique que sa demande formulée en septembre a été exaucée par le guide de référence. Le Michelin, c'est une trop grande pression, avait-il dit. Et à lire la presse, eh bien, le mythe de l'épanouissement dans la performance semble avoir du plomb dans l'aile. Dans Elle, par exemple, Fuck l'ambition, c'est le titre que je ne traduirai pas du dossier Psycho, où l'on donne la parole à ces femmes qui refusent l'injonction à la performance. J'ai refusé un poste de direction, raconte Julie, 37 ans. Peut-être que je me suis mise hors jeu, mais ça ne m'intéresse plus. Pareil pour Sarah, qui dit s'être rendu compte que chaque échelon gravi dans l'entreprise ne la rendait pas heureuse. Des témoignages à rebours du modèle des premiers de cordée qu'on retrouve aussi dans le quinzomadaire Society. Oui, reportage dans l'univers apitoyable des startups. Vous aurez noté le jeu de mots. On y apprend qu'un nouveau... Happy comme heureux. Happy, oui. Parce qu'on y apprend qu'un nouveau métier est né, celui de CHO, Chief Happiness Officer en bon français, chef du bonheur, une sorte d'agent d'ambiance chargé d'installer des consoles de jeux, d'organiser des batailles avec des pistolets en plastique, des cours de yoga ou des cours de rire dans les bureaux, sans compter les apéros fun et cool. Tout ça pourquoi ? Eh bien parce qu'un salarié heureux est un salarié 31% plus productif, explique une chef du bonheur. Une technique qui ne marche tout de même pas pour tout le monde. Moi, j'ai vite déchanté, raconte Mathilde Ramadier. On m'a identifiée comme la rabat-joie, comme celle qui ne sautait pas de joie dans l'open space lorsque le cappuccino était offert. Au pays des startups, explique Society, tout le monde se doit d'être heureux au travail, même contre son gré. Enquête sur
surprenantes sur la mode du bonheur obligatoire à lire donc dans le magazine Society. Justement, le plaisir est l'ennemi du bonheur. C'est la thèse développée par un médecin américain dans le supplément Sciences et Santé du journal Le Monde. Dans notre société, le cerveau est devenu otage du plaisir immédiat, explique Robert Lustig, pédiatre et neurologue à l'université de San Francisco. Il dénonce une confusion entre plaisir et bonheur et surtout le fait que la promesse de les obtenir est utilisée pour vendre des produits. Le plaisir et le bonheur sont localisés dans deux zones différentes du cerveau, dit-il. Elles mobilisent des neurotransmetteurs différents. Celui du plaisir, la dopamine, génère de l'addiction, alors que celui qui est impliqué dans les sentiments de plénitude et de contentement, la sérotonine, ne crée pas d'addiction. Or, aujourd'hui, tout concourt à nous faire produire de la dopamine, justement parce qu'elle rend accro, de la course aux j'aime sur Facebook à la consommation de produits très sucrés, parce qu'il faut se faire plaisir. Bref, conclut Robert Lustig, le stress chronique et la production de dopamine, voilà ce qui a le plus changé dans les sociétés modernes au cours des 40 dernières années. Le plaisir, c'est bien Patrick, mais à petite dose. Quant à la clé du bonheur, j'ai bien relu, mais malheureusement le chercheur ne la donne pas. Peut-être faut-il comprendre qu'elle est justement dans l'abandon de cette course au plaisir furtif, ou comment poursuivre finalement un débat vieux comme Épicure. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse hier tout entier concentré sur votre texte. Vous n'avez pas vu Raphaël Antoven bouger de la J'ai tête vu que ça s'agitait dans le studio. au moment où vous parliez de l'entraide et de la loi du plus fort. Vous n'avez pas eu l'image, vous allez avoir le son à présent.